Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour l'épisode de mes œuvres du mois de juin 2025. L'épisode va être plus court que les précédents parce qu'on n'a que 8 œuvres à traiter. C'est des mangas, je les ai lus il y a un mois et demi, donc ça sera globalement rapide. On va donc pouvoir parler un peu plus de perso et de l'émission entre temps, en prenant un peu plus le temps de blablater. Parce qu'il s'agit du 18e et dernier épisode de cette émission. Émission qui consiste à revenir en début de mois sur les œuvres que j'ai découvertes au courant du mois précédent. Je viens de calculer sur les 18 épisodes qu'il y a eu jusqu'ici, il y en a seulement 5 que j'ai réussi à sortir dans les temps, globalement dans la première semaine du mois. Sinon, il a fallu un peu plus régulièrement attendre la deuxième ou troisième semaine, et plusieurs fois attendre plusieurs mois. J'ai un rythme de travail en tant que Komorebi absolument catastrophique. Et c'est pas ce mois de juin qui va nous dire le contraire, puisque j'ai littéralement tout arrêté. Il n'y a pas eu un seul live en juin, et là ça fait 2 mois, du coup littéralement que j'ai pas live vu qu'en juillet non plus, pas pour les mêmes raisons. Parce qu'en juin, donc j'ai pas pris le temps de découvrir grand chose non plus, puisque j'ai seulement découvert 8 mangas et c'est tout. Le seul truc que j'ai réussi à garder un petit peu, c'est l'escalade, qui a été toujours très présent, et qui a même commencé à l'être plus, avec une troisième séance le week-end, dans une autre salle de la ville, afin de découvrir des styles différents et de grimper encore plus. Et ça a assez vite porté ses fruits parce que j'ai fait un petit contest sans enjeu dans une salle dans laquelle j'étais allé en janvier. Alors, c'était un peu plus simple globalement et il y avait moins de gros compétiteurs, mais je suis passé de 27e sur 50 à 10e sur 40, un truc comme ça. Et je suis passé de 17 blocs réussis sur 30 à 24, avec très peu de regrets sur ceux que j'ai pas passé, et quelques victoires très sympathiques en fin de contest, qui étaient très agréables à prendre un peu pas mal de travail. Mais ouais, c'est le seul truc que j'ai réussi à garder. Grimper, pour moi, avec des potes, tout seul, en compète. Regarder la fin de la saison mondiale de bloc. Et globalement, c'est tout ce que j'ai réussi à garder. Parce que j'ai commencé un nouveau poste le 3 juin, ce qui m'a pris pas mal d'énergie mentale et physique, qui faisait donc j'étais plus dispo la journée. Les soirs, en ce moment, j'ai moins envie de live et moins envie de bosser, parce que il faut que je me repose plus. Plus il y a eu du monde à la maison spécifiquement. Plus, comme vous le voyez ici même, j'ai déménagé, ce qui fait que je suis enfin seul chez moi. Je pourrais donc organiser mon temps comme je le veux et faire du Komorebi en masse, que ce soit en enregistrement ou en live. Et pourtant, maintenant ça fait quasiment un mois que je suis installé là. J'ai terminé l'épisode de mai, et c'est tout. Zéro live, et très peu d'avancées sur le mois de juin, et sur la suite, qui arrivera normalement assez vite après cet épisode. Ouais, comme quoi, hein, c'est compliqué de s'organiser ou de se remotiver quand on s'arrête. Et comme tout le temps, vraiment, si on prend tous les lives que j'ai fait depuis que j'ai commencé à live en 2019, je passe mon temps à faire des grosses pauses de plusieurs mois et à reprendre un peu avec un bon rythme et à refaire des pauses de plusieurs mois, ce qui est catastrophique dans l'idée. Mais voilà, si je me motive, ça peut être très cool parce qu'on a ce petit épisode de 8 mangas à traiter. Et après, j'ai déjà la suite de prévu avec 2 épisodes en retard déjà. Parce que techniquement, si j'avais pas été en retard, le troisième épisode était censé sortir le 27 juillet. Là, j'aurais pas le temps de tout faire en une semaine, de sortir 4 vidéos d'un coup. On va rattraper petit à petit en essayant d'être à jour pour l'épisode 4 de la semaine d'après, donc le 3 août. Et je pense que ça peut être sympathique pour m'aider à me motiver et à m'organiser.
On en reparlera plus en détail à la fin de l'épisode. Bref, on va se lancer. N'hésitez pas à me dire comment s'est déroulé votre mois de juin à vous, ce que vous avez découvert courant du mois de juin, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, même s'il n'y a sans doute pas des milliards de choses en commun, puisque je vais parler de 4 sorties manga de juin et de 4 rattrapages. Ce qui fait très très light, on va pas se le cacher. Bon épisode. Nous attaquons donc la partie manga, qui est la seule partie de l'épisode, vu qu'on n'a pas fait des milliards de choses. Tout d'abord, j'ai lu le volume 3 du manga Kingdom Hearts 2. J'avais rattrapé les tomes 1 et 2, je pense, dans l'épisode du mois de mai, qui est donc un épisode plutôt dense et plutôt très rempli. Et c'était sympathique, avec un humour un poil trop enfantin, et qui n'a finalement pas grand intérêt si on connaît déjà pas trop mal les jeux. Peut-être pour se faire une petite piqûre de rappel plus facile et moins longue que le jeu, mais à ce compte-là, autant lire un résumé ou une vidéo récap. Ce volume s'ouvre dans le monde de Tron. J'ai pas vu le premier film. J'ai vu le deuxième au cinéma à sa sortie avec mon oncle et mon cousin en mangeant quick dans la salle. Bon souvenir du moment et de la séance. Pour le film, il n'a pas vraiment laissé sa trace. Et il y a bientôt un troisième opus qui sort et il me fait pas envie du tout. Mais bref, on n'est pas là du tout pour parler de film, mais de l'arc de Tron dans Kingdom Hearts 2, qui est très moyen. Il déroule facilement, on découvre l'ennemi, il y a quelques combats, il n'y a pas grand chose à en tirer. Mais le monde reste un peu intéressant pour ce qu'il apporte à la saga et à l'opus, puisque on nous parle pas mal de Ansem, le vrai, celui qui est à la base, pas le méchant du premier jeu, et de son élève le plus proche. C'est important pour le lore global de la série, ça marche bien. Et oui, les recherches qu'on s'est poussé trop loin ou pas avec les bonnes personnes. Derrière, l'élément que j'ai préféré du volume, parce qu'il est un peu neuf et un peu bienvenu, c'est la relation entre Pat et Maléfique, qui se fait un peu dans l'esclavage et dans le non-respect. Mais ils ont quand même besoin l'un de l'autre et ils arrivent plutôt bien à le montrer et à s'apprécier. C'est plutôt cool à lire et très mignon finalement. Deuxième point que j'ai bien aimé dans le volume, et qui est aussi inédit à celui-ci et qui n'est pas dans les jeux vidéo, il s'agit de Demix, donc le membre de l'organisation qui fait de la guitare, qui est très mignon dans sa façon de gérer Kairi en cellule, en lui laissant beaucoup de liberté, en faisant tout pour la rattraper, autant parce qu'il l'aime bien que pour sa propre survie à lui. Et ouais, finalement, quand ça essaye d'humaniser un peu les méchants, même si c'est un peu à base de gags, comme autour de Demix et Pat, ça les rend plus attachants et ça rend plutôt pas mal finalement. Et derrière, ça traîne un peu la patte. Il y a Axel qui part aider Sora parce que c'est son pote. Bon, en vrai, ils se connaissent pas, mais il est pote avec son autre version de lui, donc c'est-à-dire qu'il est pote avec lui, ça change rien dans l'idée. Voilà, et ça le force du coup à trahir son organisation. Et ensuite, ça pousse tout le monde à devenir ami avec la cité, je sais plus son nom, où il y a Roxas à la base. Et surtout, ça nous emmène vers un point plutôt intéressant. Tout ce que fait Sora depuis le début, donc de libérer les mondes et de tuer Sans Cœur et Simili, va dans le sens du plan de l'organisation. Donc plus il essaye de les contrer, plus ça les fait avancer là où ils veulent. Ça fait un petit litige mental finalement, qui n'est pas très poussé parce que Sora il s'en fout, il continue sa mission, il est pour le bien, il réglera les autres problèmes petit à petit quand ils arriveront. Mais ouais, au final ça fait un volume un peu plus complet, plus intéressant parce que c'est quasiment que du Kingdom Hearts. Ça reste plutôt long à lire parce que c'est quand même des gros volumes, les Kingdom Hearts. Pour le coup, c'était moins pire, avec des petits passages inédits très humanisants, qui marchent bien du coup pour un gros chien et pour une marionnette.
et un peu plus de longueur pour essayer d'apporter la substance au passage de Sora, mais lui, ben, s'en bat les couilles. Derrière, j'ai poursuivi ma lecture avec le volume 4 de Kingdom Hearts 2, celui qui conclut donc cet opus-là et cette édition en volume double au moins, et qui fait que pour l'instant, je sais pas si je lirai un jour le manga Kingdom Hearts 3, qui me paraît étrangement court. Celui-ci vient de se terminer avec son 4e tome, sauf que, à défaut de Kingdom Hearts 2 ici présent qui est des volumes au moins doubles, c'est des volumes simples. Et 4 volumes simples pour l'histoire de KH3, ça me paraît étonnamment court. Mais bref, ce volume-là n'a vraiment que du Kingdom Hearts à 100%, puisqu'il s'agit quasiment pour l'entièreté de l'assaut de Sora dans le QG de l'organisation 13, pour sauver Kairi principalement. Ça nous donne un volume très long, déjà parce qu'il est gros, et aussi parce qu'il y a beaucoup de combats finalement, parce qu'ils sont encore 4 ou 5 membres de l'organisation 13 encore debout, ce qui fait pas mal à traiter, parce que s'ils sont 5, c'est-à-dire qu'il y en a eu 8 battus en 4 volumes avant, et là il en resterait 5 en un seul, c'est quand même tout de suite beaucoup plus. Il y a pas mal d'éléments qui marchent bien, encore une fois, sur l'avancée des personnages et sur leur développement. Donc par exemple sur Riku et son corps perdu, qui est là pour se battre. Avant, il avait le corps du héros, mais un esprit maléfique. Là, il a retrouvé un bon esprit, mais il a un corps maléfique. Et de toute façon, que ce soit parce qu'il a fait avant n'importe quoi, ou parce qu'il a un physique qui ne lui correspond pas, il en a terriblement honte, et c'est plutôt intéressant. Il y a également de bonnes choses sur le personnage de Ansem, qui se donne corps et âme pour essayer de régler des problèmes qu'il a causés, enfin indirectement par ses élèves, mais c'est parce qu'il les a mal poussés, donc il essaye de les réparer quand même. Ça parle pas mal de responsabilité, que ce soit pour lui ou pour Riku, et c'est plutôt intéressant de voir jusqu'où peuvent être prêts les gens pour réparer des erreurs dont ils sont même pas à 50% fautifs, on va dire. Et derrière, il y a même d'autres bonnes choses. On a Roxas et Sora qui finissent enfin par s'accepter, se comprendre et se rencontrer vraiment. On a Kairi qui n'est pas qu'une faible princesse en détresse et qui se bat un petit peu. Donc ça fait plaisir de voir qu'elle peut quand même servir un petit peu. Et en même temps, il y a tellement de combats qui font même intervenir Jiminy Cricket dans les combats. Et ça, c'est peut-être poussé un peu trop loin. En même temps, les combats sont plutôt nazes et rapides. Il fallait en rentrer 5 dans ce double volume, ce qui était impossible. Et ils sont donc intéressants. Parce qu'au final, les personnages d'un côté comme de l'autre sont juste des potes et ça suffit pour passer les difficultés. La fin est longue, elle est pleine de bons sentiments et d'amour gnangnan. C'est assez peu intéressant quand avant ça peut essayer de chercher un peu plus loin la responsabilité et la correction des erreurs. Pour au final juste mener au fait que ça va, on s'entend bien et ça règle les situations. C'est un petit peu... Et ouais, c'était pas la peine de faire une organisation si grosse si c'est pour que dans l'arc final il en reste 5 et qu'ils se fassent rouler dessus à ce point. C'est pas le cas dans le jeu, bizarrement. Les combats, ils étaient pas si fans, si faciles. Et encore une fois, rendu plutôt moyen. Il y a du bon, mais il y a surtout beaucoup de longueur et beaucoup trop de facilité enfantine, dans le mauvais sens du terme. Parce que ça peut être enfantin sans être débile, ça doit être enfantin sans être débile. Là, on n'y est pas toujours, malheureusement. Ensuite, j'ai lu le volume 17 de Fortnite of the Apocalypse, et c'était globalement un bon moment. J'aime pas mal l'idée que l'auteur reprenne un peu l'ordre et la construction globale de Seven Deadly Sins. On a eu une ellipse temporelle après un sacré échec ou une sacrée révélation, qui fait que l'équipe a été séparée, qu'on a dû retrouver la princesse et qu'elle a dû retrouver son prince, qui n'est pas encore
retrouvés d'ailleurs. Donc ce qui fait un peu la transition à la fin du deuxième tournoi de Wesel. Donc ça c'est pour la construction globale. Mais pour cet arc-là, ça fait plutôt référence du coup au premier arc de la deuxième saga, à peu près dans ces volumes-là, bon, c'est plus au volume 14-15, qui se passe dans la forêt du roi des fées, avec Ban, King et Elaine principalement. Et c'est plutôt drôle de voir des parallèles dans tous les sens. Et ici, les sujets sont plutôt intéressants. On nous parle de secrets et ou de non-dits familiaux qui sont en soi pas si graves que ça, parce que c'est des trucs qui sont pas essentiels à dire tant qu'il y a de l'amour qui est bien montré. Mais dès lors que les questions commencent à se poser, ça peut être très mal vu de ne pas avoir donné toutes les informations là-dessus, et ça peut aller assez vite, assez loin, dans le fait de les faire payer. Mais ouais, c'est plein de nuances. Il y a plein d'amour entre eux, dans tous les sens, entre les parents et les enfants, entre la Delphi. Mais en même temps, pour notre personnage humain, au milieu de cette famille de géants et de fées, on a principalement du regret de ne pas être comme les autres et de sortir de la masse, et surtout de se faire dépasser et remplacer par le vrai qui était là à l'origine et qui aurait dû profiter de ce dont toi t'as profité depuis le début. On arrive à l'arrêter et à montrer les erreurs et les problèmes de sa situation avant qu'il fasse trop de bêtises, ce qui est plutôt pas mal parce que surtout une incorporation familiale, donc ça aurait été dommage de le faire payer en poussant beaucoup plus loin dans l'erreur et dans le danger familial. Mais ça suffit à créer une situation globalement horrible pour la famille, avec de gros dégâts physiques qui auraient pu être bien pires sans l'éveil d'un de nos personnages principaux à la fin du volume. Et ça serait pas déconnant que le personnage gagne enfin en puissance et surtout aussi en inscience. Jusqu'ici, il se bat un peu en soutien, en faisant un peu de poison par-ci par-là, mais c'est pas très poussé. Il en faut les personnages de soutien, il n'est pas forcément obligé d'être dans le combat, mais s'il peut être encore plus utile, d'autant plus si ça passe par un arc aussi mignon et avec une belle ambiance familiale très réussie, qui a un propos très intéressant sur le fait, finalement, c'est peut-être mieux de dire la vérité dans la famille, même quand c'est pour dire que finalement, la famille de sang n'existe pas, mais que de toute façon, c'est pas elle qui est importante. C'est facile, mais c'est très mignon. Donc je prends. Derrière, j'ai lu le dernier volume de My Hero Academia, le volume 42. Tiens donc, cette cover me dit quelque chose. C'est fou comme elle ressemble à la première. Hasard de dingue, je pense. Ou alors c'est l'auteur qui adore faire des parallèles dans tous les sens, puisque littéralement les covers du spin-off, pas dessinés par lui, mais quand même un peu comme ça, chapeauté par lui, fait référence au cover de la série principale. Il aime bien les parallèles de toute façon entre les personnages et donc entre les covers aussi. Et volume final, plutôt sympathique. C'est pas non plus la grande porte gargantuesque comme aurait pu être plusieurs moments précédents de la série, mais c'est bien. On a le droit à la fin du dernier combat très rapidement, parce que ça prend un ou deux chapitres grand max dans ce dernier volume, et il est assez moyen. Les passes d'armes m'intéressent assez peu, mais le plus important, et autant pour les personnages que pour nous, c'est la compréhension et la libération, enfin, du personnage de Shigaraki, qui est en souffrance depuis littéralement 41 volumes, et depuis avant même que la série commence, ce qui fait quand même plutôt plaisir à voir,
parce que c'est juste un enfant en souffrance depuis, depuis 20 ans, quoi. Et derrière, il y a un épilogue de 7 ou 8 chapitres, quelque chose comme ça, qui brasse plein de sujets dans tous les sens, parce que ben, le manga a fait ça tout du long, donc si on veut conclure le plus de sujets possible, ou voir leurs conséquences, il faut faire un grand brassage. Et ça parle de reconstruction des bâtiments, des personnes, de la société, du fait que Katsuki est devenu un bon pote, peut être là en soutien et peut être triste quand il t'arrive des merdes. On a la famille Endeavor, quasiment le sujet principal du manga, qui se conclut enfin dans l'écoute. Ce qui change, je pense, de leur première apparition, si on feuillette les premiers volumes. Ça brasse également à quel point Shigaragi pouvait être un bon pote pour les quelques membres de son groupe qui lui ont survécu et qui sont prêts à dépeindre un meilleur portrait d'eux que ce qu'en a la société. Ça brasse des sujets d'amélioration globaux de la société, d'amélioration globale de la société, où même les petites vieilles, par leur inaction, avaient pu créer un des plus grands méchants de tous les temps, peuvent maintenant apporter leur aide à un jeune en douleur physique et mentale qui aurait pu devenir le prochain Shigaraki. Ça brasse le fait que certains héros souffrent d'avoir dû affronter à mort leur ennemi et qui sont pas prêts pour ça et pas prêts pour avancer encore. Ça brasse le fait qu'ils arrivent à devenir pro un peu dans le futur. Ça brasse le fait de vivre heureux après avoir vécu une aventure aussi grande. Beaucoup de sujets en 8 chapitres sur le changement des personnages, le changement de la société, sur l'après-guerre, sur les secrets qui sont dévoilés et qui sont durs à porter, mais au moins ils sont pas juste cachés par le sourire d'un seul héros, qui fait que oui, à la surface tout paraît bien, mais sous la surface, il y a un immense tas de merde. Là globalement, le poids est plus partagé, ça peut être un peu plus dur pour chacun, mais c'est horriblement dur pour personne, et ça crée moins de problèmes. C'est une belle fin, très dans les messages du manga, et très maline, c'est là où le manga voulait aller. Ça marche bien quoi. Simple, efficace, c'est le manga qui nous poussait là, aucun souci. Ensuite, j'ai lu le 8e tome de Asadora, du maître du suspense Naoki Urasawa, et je suis moins dedans. C'est un peu le cas de tous les mangas avec un rythme de parution assez lent. Quand c'est tous les 2 ou 3 mois, je suis encore dedans, dans les personnages, dans leur motivation, ben je peux assez vite profiter du nouveau volume. Là, comme c'est lent, je suis moins dedans. D'autant plus que même au sein des volumes, le rythme est globalement assez lent. C'est un manga feuilletonnant, on nous apporte pas mal de mystères et de pistes dans tous les sens, mais elles avancent du coup chacune assez peu à chaque volume. Et globalement, ben... Ah, j'ai littéralement de donner les 2 points de conclusion de ma mini-critique à la base. Parce qu'au final, dans ce volume-là, on a une ellipse temporelle, si je ne m'abuse, et elle est assez mal amenée, elle est assez mal amenée, si je ne m'abuse également. Asa rencontre son chanteur préféré, essaye de le suivre un petit peu pour en apprendre plus sur lui et pour le dragouiller un petit peu, mais ben, s'agissant d'un déserteur, énorme sujet de la culture japonaise, les déserteurs, hein, on va pas se cacher. Parce que j'ai quand même vu dans le film Godzilla, celui qui est bien, là, qui est sorti au cinéma en début d'année 2024. Là. Ça fait quand même énormément d'œuvres qui parlent de ça. Et donc ouais, bah, ça crée des problèmes un peu dans tous les sens avec les différentes polices qui essayent de retrouver le déserteur et qui essayent donc de l'arrêter Asa également pour pas qu'elle fasse de bêtises avec lui. Et derrière, on a un mec de la marine qui cherche conseil auprès d'un maître de secte assez étrange
Et on se rend compte assez vite que ce maître de secte serait globalement quelqu'un qui pense combattre, affronter et éloigner le grand monstre qui traîne depuis le début de l'œuvre, et qui n'est d'autre que le coureur, pote d'enfance de Asa, qui a fini drogué. C'est deux gros sujets. On sait ce qu'est devenu le coureur. Il est en train de s'allier à un marine après avoir obtenu la tête d'une secte. Suit plus ses envies que sa mission. Elle a envie de vivre un peu une petite idylle avec son déserteur. Mais bon, bah, c'est un gros sujet, déserteur, quand elle fait un peu partie des forces armées. Mais globalement, c'est tout ce que contient le volume. Et après autant de temps, ça fait assez peu. D'autant plus qu'il y a autant de personnages et autant de sujets possibles. Et que toutes les lignes sont censées nous mener à l'affrontement contre le gros monstre, je suppose. Et que, pour l'instant, après 9 tomes, je sais toujours pas où ça va. Peut-être que c'est trop feuilletonnant et tranquille. C'est pas mauvais, mais c'est un rythme étrange, pas aidé par le rythme de parution. Voilà, on retombe sur ce que j'avais dit en intro, alors que c'était ma conclusion de mini-critique. Mais en même temps, je pense que le côté feuilletonnant et rythme assez étrange passerait plutôt bien avec une relecture qui enchaînerait un peu plus les tomes et profiterait de toute la construction d'un coup. Et je pense que ça pourrait aider pas mal d'œuvres que je suis qui ont ce problème. Magus of the Library, Egregor, c'est ceux-là que j'ai en tête actuellement. Il y a Dipsy comme Magmel qui a un rythme plutôt lent, mais comme c'est purement feuilletonnant et qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, là, il n'y a pas besoin que ça se suive plus. C'est que là, c'est feuilletonnant et il y a un fil conducteur. Et c'est plus le fait de ne pas avancer dessus qui me questionne avec ce rythme de parution et au sein des volumes. Ensuite, j'ai lu le volume 3 de Sanda, et cette mini-critique ainsi que les deux suivantes vont pas être des plus pertinentes. J'ai lu les 3 volumes les 16, 17 et 18 juin. J'ai écrit les mini-critiques un mois après, et je tourne ça 5 jours après. Au poil pour être pertinent. Mais je me rappelle que le volume était plutôt bien quand même. Ça parle pas mal du personnage du directeur qui est en couverture, parce que vu que le thème principal c'est le Père Noël, et que c'est un personnage extrêmement lié aux enfants, parler en parallèle de la vieillesse, de la peur de la vieillesse, et de personnes qui sont prêtes à se détruire physiquement et mentalement pour essayer de contrer la vieillesse, c'est tout à fait pertinent et intéressant. Et face à ça, on a donc notre Père Noël qui est prêt à tout pour les rêves et pour l'innocence des enfants, et qui leur demande de l'aide pour les aider. C'est une sorte de boucle vertueuse très intéressante, où il a besoin du soutien et des croyances des enfants pour pouvoir être au top de sa forme et pouvoir les aider le plus possible. C'est un fonctionnement plutôt pertinent. Et derrière, on a un peu un juste milieu entre les deux. On a la doyenne de l'école, qui est donc extrêmement vieille, moins que le directeur, mais qui est vieille aussi, et ça se voit beaucoup plus physiquement, puisque c'est littéralement juste une vieille classique. Mais c'est ça, la vie. Accepter d'être vieux, savoir un peu contrer la vieillesse mentale et physique, en gardant un esprit d'enfant. Maladie particulière qui pourrait détruire beaucoup tes capacités physiques ou mentales. En dehors de ça, si tu gardes le bon esprit, y a pas besoin d'avoir peur de la vieillesse. Et donc ça pourrait faire d'elle une prof plutôt intéressante pour ce Père Noël en devenir, qui doit apprendre le monde des adultes sur le tas et de manière violente. Donc ça pourrait être bien d'avoir peut-être un peu d'aide. Il en a toujours au niveau des potes de son âge, ça marche bien, c'est mignon. Ils veulent s'éloigner de lui pour pas qu'il se fasse repérer, à traîner avec les mêmes personnes en tant que Père Noël et en tant qu'enfant, ce qui serait dommage.
Mais bon, bah, ils s'aiment trop, ils peuvent pas s'en empêcher, ils restent ensemble, même si ça crée des pistes évidentes pour le retrouver. Et derrière, ça part un peu sur des sujets compliqués. Comme si évidemment, quelqu'un qui faisait des milliards d'opérations pour contrer la vieillesse, et qui redevenait plutôt fou, c'était pas déjà beaucoup. Mais là, on nous parle d'une classe où tous les élèves ont déjà tué un adulte. C'est un sujet plutôt important pour le Père Noël, parce que normalement le Père Noël il est là pour les enfants qui ont été sages. Là évidemment, tuer des adultes c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sage. En même temps, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils ont perdu leur innocence quelque part, qu'il y a un problème dans la société, et qu'il faut essayer de corriger ça, plutôt que laisser les corriger eux. Donc ça peut apporter des très bonnes choses, et il y a pas mal de thématiques très malines qui sortent de cette idée de base, de juste avoir un enfant qui peut se transformer en Père Noël. Et c'est plutôt cool à lire. C'est pas une claque comme avec Beastars, parce que je suis moins attaché à Sanda qu'à Legoshi, mais en 3 volumes, je suis pas sûr d'avoir été poussé beaucoup plus loin dans Beastars finalement. C'est petit à petit dans les 22 tomes. Donc, Itakagi peut aller dans la bonne direction. Hein. Ensuite, j'ai lu le volume 8 de Todag, et on va encore perdre en pertinence. En plus d'avoir écrit ma mini-critique un mois après ma lecture, j'ai lu 2 volumes depuis, puisque j'en suis au volume 11, et j'ai vraiment lu les volumes 10 et 11 assez récemment. Donc tranquille, ça va bien se passer. Bon, de toute façon, je n'ai pas écrit des milliards de choses, c'était pas les volumes les plus passionnants. Pour ce volume 8, on a la fin des enchères entamées au volume précédent. C'est très long, parce que ça raconte pas grand chose. Il récupère littéralement tous les objets, parce qu'il est pété de thunes. Et même les objets qu'il connaît pas, et qui sont un peu demandés, il les récupère aussi. Parce qu'il a l'aide de l'association d'alchimie, et que tout lui est facilité depuis le début du manga. Donc il chope des objets qu'il connaît pas, et grâce à ça il peut faire des fusions d'esprits dans tous les sens, avec plein d'esprits. Et bon, c'est pas intéressant, je lui fait des fusions quoi. Tout ça pour avoir un esprit banger. Et même, il a une récompense dans son village pour l'aide qu'il a apportée. Il récupère pas mal d'objets dedans, qui sont évidemment ultra banger et ultra exceptionnels, mais dont personne n'avait jamais entendu parler et qui traînaient juste dans le trésor comme ça. Et dernier truc du volume, c'est la préparation pour le tournoi, en se préparant à soutirer de l'argent aux grands pontes de la société, en les faisant parier contre lui dans les combats. Ça traîne pas mal, hein. Les enchères sont longues, la fusion d'esprit c'est long, le reste c'est juste de la préparation, et dans l'ensemble c'est très simple. Aucune difficulté aux enchères, il fusionne 10 milliards d'esprits, et on a juste le résultat gagné à la fin et on n'a pas de difficulté au milieu. On a des méga trésors cachés que personne n'avait pris, que lui récupère et fait waouh, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin et c'est trop fort. À voir juste un moment quelles seront les conséquences de traiter aussi mal les membres de la haute société quand on n'est qu'un petit villageois comme lui. C'est le seul élément qui peut être intéressant et qui fait un peu l'eau à la bouche pour la suite, dans ce volume-là. C'est assez peu. Peut-être même que B c'est trop haut comme note en fait. Et enfin, j'ai lu le volume 9 de Todag, et c'était vraiment pas un bon moment. On a le tournoi qui se lance, le personnage principal, ainsi que tous ses potes, gagnent tous les combats devant eux très facilement, parce qu'ils ont eu un méga entraînement grâce au personnage principal et des meilleurs objets et des meilleures capacités, et donc ça ne raconte rien. Tout ce qu'ils ont récupéré en force depuis le début, c'était que grâce à des trucs facilités et faciles, et ça permet juste de gagner facilement ici. Ce qui fait que on est dans une boucle de facilité immense, et que voir des engrenages tourner, t'as une petite fascination au début,
mais tu t'ennuies assez vite s'il tourne très vite et très facilement. Et au final, ce tournoi lui permet de gagner un peu d'estime de la part du grand public, un peu de haine de la famille royale, et beaucoup d'argent, mais le mec est déjà pété de thunes, donc on s'en fout, ça apporte pas grand chose de plus. L'estime, oui. La haine, il l'avait déjà un peu, parce qu'il a déjà un peu cherché la famille royale. L'argent, il y avait déjà beaucoup. Donc, avoir un tournoi aussi peu intéressant pour apporter que ça, euh, peut-être que le rythme est pas bon, que ça passe mieux en petit hebdomadaire sur ton portable. Et derrière, il part draguer sa meuf. C'est mignon, ils s'entendent bien, même si c'est encore pour un entraînement extrêmement simple pour sa copine. Mais derrière, petite pointe d'enjeu, il tombe sur le père de sa copine, qui est un membre de la famille royale, donc quelqu'un avec qui il s'entend pas. Il peut se passer pas mal de choses à partir de ça. Bon, à la base c'est juste il tombe sur son futur beau-père, le teasing est pas fou, mais vu la relation qu'il a avec la famille royale, ça peut apporter quelques trucs sympathiques, mais le volume en lui-même est bien vide malheureusement. Et voilà qui conclut déjà notre épisode de juin 2025, et donc cette émission. J'espère que cet épisode vous aura plu et que l'émission aussi. N'hésitez pas à me parler de ce que vous avez découvert courant du mois de juin, ou ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Quant à moi, je vous dis à très vite, parce que je dis que c'est la fin de cette émission, mais mon objectif prochainement, c'est de la faire passer de mensuel à hebdomadaire pour me motiver à faire un suivi un peu plus régulier et pour éviter d'avoir des épisodes de 3h40 qui sortent tous les mois et demi et qui sont donc totalement indigestes. Là, si j'arrive à tenir un rythme correct, on pourrait être à une vingtaine, trentaine de minutes par semaine. Ça ferait des trucs plus réguliers, ce qui serait meilleur sans doute pour moi et mon rythme de travail, pour l'algo, qui serait meilleur pour vous, largement plus préférable d'avoir des épisodes plus régulièrement. Voilà quoi. L'émission changera de DA, les miniatures sont déjà prêtes, va changer de titre, c'est déjà prêt, mais sinon dans l'idée ça va pas changer grand chose pour tout le monde au niveau du fond. C'est sur la forme et sur le plaisir que tout le monde prendra que ça devrait évoluer. Ça, je pense sortir en milieu de semaine. Le premier épisode du format hebdo dimanche. L'épisode 2 en milieu de semaine. L'épisode 3 dimanche d'après. Attends, mais du coup, je suis en retard si je fais ça. Parce que là, du coup, on a la semaine 27 qui est censée sortir là, 28 là, 29 là. Et là, je ferai ici 27, 28, 29. J'aurais quand même du retard. Ah ouais, il va falloir du temps pour mettre à jour en fait. Mais en même temps, j'ai 2 épisodes de retard. À voir, ça se fera petit à petit ce rattrapage. D'autant que les premiers épisodes vont être plutôt rapides parce que j'ai pas découvert grand chose début juillet. On se retrouve très vite pour cette nouvelle émission hebdomadaire. On se retrouve, je l'espère, pitié, ça me manque, j'ai envie de refaire bientôt en live sur ma chaîne Twitch. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À commémorer bientôt.